Très bien. L'enregistrement a commencé. Bonjour Myriam. Bonjour Elettra. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour faire la session d'investigation, la numéro 282. Donc, tu ne D'accord. connais pas le sujet. Non, Ça reste très intéressant. Et pour info, ce sujet est traité en même temps par plusieurs binômes et toutes les sessions elles seront publiées en même temps aussi. Donc, cela, c'est pour minimiser la contamination des informations et puis euh, pouvoir les publier tout en même temps. Quand tu es prête, on y va. Allez. ouais, c'est bon. Oui, parfait. Je vois parfaitement. Bien, commence par inspirer et expirer calmement. Et tu te détends. Continue d'écouter ma voix et uniquement ma voix. Et à chaque expiration, ton esprit s'apaise. Je vais t'accompagner dans le calme, dans la détente. Et je vais maintenant compter de 1 à 3. Et pendant ce temps, connecte-toi à l'origine de l'idée de jeu vidéo et tu me dis qui ou quoi a inspiré cette création. 2 et 3. Et tu me dis ce que tu perçois. Les premières choses que je vois, c'est des câbles et puis des fichiers numériques et puis des cartes mères. Voilà, tout ce qui est technique ordinateur. D'accord. Il y a d'autres informations ou des ressentis même que tu observes. Hmm. C'est comme un réseau, une ramification immense, interconnectée. Pour le moment, je vois toute la partie matière, technique et ordinateur. D'accord. Je sais pas plus. Très bien. C'est parfait. Maintenant, déconnecte de cette information et observe quel est l'impact vibratoire des jeux vidéo sur le champ énergétique d'un être humain après avoir joué pendant 1 heure. Je vois à côté d'un joueur comme un écran vert. Oui, C'est comme presque un double de lui euh, d'accord. qui s'est un peu pixelisé, tu vois. Oui, Et c'est comme s'il était contenu euh, et formaté. oui, Oui. d'accord. Mais je Euh, le vois à côté de lui. C'est comme si le joueur n'était pas exactement centré. Il est déplacé un petit peu. Comme s'il y avait une sorte de dissociation. C'est ça. Mm. Comme si son être foot, était pas dans ses baskets, il est à côté. Intéressant. Observes-tu autre chose? Ouais, je vois qu'il est focus, il est complètement absorbé, il est complètement hypnotisé. Oui, Euh, et en fait, ça se passe par les yeux, par les mains, et il y a tout son être qui pointe sur le but, sur le jeu. Et en fait, toute sa partie du corps est laissée à l'abandon. Il n'est pas dans son corps, il n'est pas dans ses propres besoins. Voilà, oui, très bien. Comment tu te sens à observer tout ça? ça va. Bien, reste qu'une observation, on fait qu'une balade. Mhm.
Maintenant, je passe à la troisième question. Et comment le subconscient et la conscience d'un individu sont-ils affectés lors d'une immersion régulière dans les jeux vidéo? C'est comme des cartes, des schémas Oui, qui sont comme des programmes qui viennent marquer les interstices dans le cerveau humain. oui, Et ça vient bien sûr titiller les schémas de récompense là, mais ça crée beaucoup de décharges hormonales. oui, Et après, ça va, il y a cette sensation de manque euh, qui va amener le joueur à vraiment avoir besoin de retourner à cet endroit parce que c'est très puissant. Euh, et à la fois, ça lui donne beaucoup de plaisir immédiat et à la fois, ça crée du manque. mm, Et on dirait que derrière, il y a comme une forme de programme euh, qui prend beaucoup de place dans l'esprit et qui prend les espaces vides qui pourraient s'apparenter les endroits de liberté, de libre arbitre. Voilà, ça empiète d'accord, sur le libre arbitre, c'est ça. intéressant. Veux-tu rajouter quelque chose? C'est très bruyant, ça prend beaucoup de place dans le volume sonore et ça prend beaucoup de place dans l'espace du cerveau et ça laisse peu de place à la réflexion, à l'espace réflexif de la Oui, personne, tu vois. Et donc ça absorbe et ça prend toute la place. oui, Et petit à petit, ce que je vois, c'est que euh, quand le joueur est régulier, euh, ça vient le chercher dans son présent, dans son réel. Ça vient le chercher. Parce que le réel, d'accord, il est moins puissant, il est moins intense en sensation. Et il est rappelé par, par ces instants un peu jouissifs, un peu de plaisir fort. oui, Mm. très bien. Maintenant, euh, déconnecte de cette observation et observe ce que peut arriver à la partie subliminale d'un joueur acharné. Alors, euh, quand je me connecte à cette partie subliminale, je vois comme un puits, comme s'il tombait, il y a comme quelque chose où il se déconnecte de lui-même comme ça et il tombe, il se détache de ses besoins, de son être. Oui, Euh, et il y a quelque chose comme une chute un peu sans fin, oui, ouais, qui est vertigineuse, qui est pas forcément, au premier abord, qui fait pas forcément peur, mais il n'y a rien pour se raccrocher. C'est comme il y a une forme de néant autour de lui. oui, Mm. très bien. Tu veux rajouter quelque chose? C'est, je le vois comme cette sensation d'un cosmonaute qui serait euh, dans l'espace, et l'espace est immense. Oui, Il y a quelques étoiles, il n'y a pas de son, il n'y a plus rien, il y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il y a juste lui dans rien, mais il n'est pas connecté ni à lui, ni à plus grand que lui. Il est, perdu? voilà. Ouais, ouais, ouais. Et ce qu'il rattache à, voilà, effectivement, il y a quand même une sorte de corde lumineuse là qui le rattache à cette Ah, histoire de jeu. Mm. Ça le cadre en fait.
Ça devient la structure. Mm. Donc, après, le seul repère, si j'ai bien compris, est jouer. En tout cas, par le jeu, ça lui donne la sensation d'être structuré, d'être cadré, et ça lui donne un but. Mm. Oui, intéressant. Existe-t-il des mécanismes visibles ou invisibles qui induisent une addiction ou un manque d'énergie chez le joueur? Quelque part, tu as déjà répondu, mais dis-moi si tu as un autre. Ouais, ce mécanisme-là, j'en parlais tout à l'heure, Oui. il y a ces décharges de récompense immédiate, décharges de dopamine qui fait que c'est tellement fort que ça, c'est très addictif. Quand il n'y en a plus, il va le rechercher quelque part. Et ça active les circuits neuronaux de manière très intense. Et ça crée une fatigue au niveau du système nerveux. Hmm. Ça épuise sur le plan physiologique parce que, comme on voyait tout à l'heure, la personne, il est comme à côté de lui-même, il est en dissociation. Il vient plus nourrir ses besoins. Il va oublier d'aller aux toilettes, il va oublier de boire, il va manger des choses qui excitent, du sucre, du café, des choses qui va avoir une décharge rapide pour le corps. Oui, Mais les besoins vitaux à long terme ne sont pas du tout comblés. Et ça crée de l'addiction. oui. N'est pas Et pris en compte la, le soin de soi, en soin de soi. il est déconnecté en fait de lui. Il n'en a même plus conscience parce qu'il est complètement projeté. En tout cas, là, je vois un des jeux vidéo où la personne se projette dans un personnage, une sorte d'avatar, Oui, qui finalement est ultra puissant et lui n'a besoin de rien. Et donc lui, il se projette complètement. Il est en empathie complète avec oui, ce personnage. Donc il s'oublie, il oublie son corps. Il n'est plus dedans. bien. Perçois-tu des éléments de programmation mentale, des symboles archétypaux ou des messages récurrents dans les vidéos, dans les jeux vidéo, pardon? Alors, il y a cette histoire de surpuissance, d'être une Oui, forme de guerrier ultra puissant qui tue beaucoup. Il y a beaucoup de violence. Ça donne une sensation d'être un super-héros, d'être au-dessus de tout le monde, d'avoir la toute-puissance. Et pour combler des choses, je sais pas. C'est très bruyant, c'est très. En fait, il y a quelque chose d'extrêmement simpliste. Ça vient répondre à des besoins primordiaux de survie, d'être le plus fort, de s'échapper, de tuer. C'est très hmm, basique et oui, ça réduit l'être humain à des pulsions très basiques. Pulsions sexuelles, pulsions de survie. Il n'y a rien de fin. C'est très brutal quelque part. oui. Tu vois d'autres symboles ou d'autres messages que... Oui, parce que dans tout ce qui est graphique, Oui, euh, il y a des espaces séduisantes qui vont être parfois extrêmement bien faites. Et à l'intérieur de ces graphismes, il y a des symboles. Ouais, il y a des symboles ésotériques. d'accord, Ouais, ça peut être un pentacle, par exemple. Ça peut être des cercles, des chiffres. Euh, Ça peut être, il y a tous les symboles des élémentaux, enfin, il y a l'air, le feu, l'eau, oui, euh, il y a des symboles anciens,
je vois des symboles écrits en jaune sur des pierres. Ça va souvent aussi dans des lieux un peu, ça peut être des temples, ça peut être, c'est vaste, c'est vaste. Oui, très bien. Et puis il y Oui. a cette idée qu'à un moment donné, il faut toujours tuer le très 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 grand maître là. Et plus les personnes avancent, plus ils se mesurent quelque part au grand boss là. Et c'est toujours des personnages euh, affreuses. Hmm. Après, la question, c'était par rapport à des archétypes, c'est ça? Aussi, oh, mais les symboles, oui, ça, t'as répondu. Si tu as aussi des Ok. archétypes, c'est... Ouais, euh, personnage un peu diabolique, Hmm. personnage avec les, les, les élémentaux, là, le feu, la terre, la pierre, le métal. Oui, Mm. très bien. Et même si on a déjà vu en partie, regarde maintenant la catégorie des jeux vidéo appelés des jeux de tir Mhm. avec les combats et dis-moi quels effets spécifiques dans ces cas il y a pour le corps, l'esprit et aussi le facteur énergétique. Quelles sont les conséquences? Ce que je disais tout à l'heure, c'est cette sensation de surpuissance Oui, à chaque coup, à chaque fois que le personnage tue quelqu'un, il se sauve lui-même. Donc déjà, il y a de l'adrénaline à fond. oui, Et à la fois, il est en train de jouir quelque part d'être plus fort. oui, Et ça vient vraiment alimenter cette illusion de surpuissance. Et ça crée des décharges à l'intérieur, des décharges hormonales et qui créent de l'excitation. oui. Et cette excitation, elle est au niveau du système nerveux et hormonal essentiellement. D'accord. J'en profite pour te poser une question. On a fini la partie fixe du protocole, donc je vais pouvoir intervenir un peu plus. D'un point de vue de les décharges pour les systèmes hormonaux et les systèmes nerveux, ça peut arriver à avoir des conséquences physiques pour la personne qui est en train de jouer. Par exemple, ça peut dessécher. euh, Oui, ces personnes, je les vois en manque d'eau, par exemple, euh, mm, et, et, et ça fatigue parce que le système nerveux il devient irrité à force d'être excité par en plus tout ce sucre, ce café, ces sodas, et puis ces décharges, ces shoots hormonaux, ça vient irriter le système nerveux qui crée par la suite, dans la nuit, par exemple, de l'anxiété, qui peut aussi empêcher de dormir, qui va garder les yeux ouverts. Ça peut faire des décharges électriques dans le système nerveux. Il est oui, surexcité. Voilà, ça peut créer des palpitations. Si on va plus loin, beaucoup plus loin, ça peut même créer de la spasmophilie, je crois. Quelque chose d'accord, où le cœur s'emballe, où le système nerveux, il s'emballe en fait. Mm. C'est essentiellement sur le système nerveux que ça joue. très bien. Et Bon, ensuite aussi par, pour... con- Oui, et par conséquence, ensuite sur le système digestif, où il mange moins bien, tout le système va moins bien aux toilettes, enfin, tout, il prend pas soin de, voilà, la nourriture, c'est de la junk food vite faite. En fait, il n'y a plus la conscience d'absorber des choses pour son propre corps, c'est juste absorber pour de l'énergie rapide. oui. On peut dire que à part le système nerveux, comme il y a moins de soins, d'accompagnement pour son propre corps, euh, tous les organes risquent d'être ensuite Par d'en conséquent, souffrir. oui, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que ça joue beaucoup sur le sommeil. Oui, Euh, bien.
Ça peut être même un peu plus pernicieux. Ça peut aussi rentrer dans les rêves, par exemple. Ça Ah, peut, ça pourrait, on dirait que ça pourrait aller chercher la personne dans ces schémas, ces programmes pourraient oui, être aussi revisités pendant les rêves. d'accord. Mm. Et tout en restant qu'en observation, observe qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Dans le moment des rêves, Oui, dès qu'il y a ce schéma, ces informations qui se répètent, qui se présentent dans les rêves. ben, il y a quelque chose qui est très rassurant pour la personne de se... Bah, Rassurant? oui, c'est rassurant parce que c'est connu, parce que quelque part, c'est plus confortable en apparence de se projeter dans un avatar puissant, avec des cheveux, des couleurs qu'il veut, avec un corps qu'il veut. Il y a quelque chose de l'ordre de une possibilité d'assouvir tous nos fantasmes par rapport à notre apparence et par rapport à notre puissance, cette surpuissance. Oui, Et quelque part, bah, c'est bizarre. C'est presque même un peu tendancieux, c'est-à-dire que quand ça vient dans les rêves, c'est que ça raconte encore plus la dissociation. C'est que quelque part, à un moment donné, la personne va basculer, va prendre plus de temps, on va commencer à croire à l'illusion de son avatar. Là, oui, ça commence à avoir des répercussions sur la psychologie et ça va frôler avec la schizophrénie. Il faut faire attention quand même. oui, Mm. très bien. Maintenant, déconnecte de cette observation et observe de nouveau quelqu'un qui joue que 1 heure par jour ou même moins, un joueur occasionnel. Et d'un point de vue subliminal, est-ce que tu vois des mouvements entre le moment de jeu et les moments dans lesquels il est en train de vivre son quotidien? Alors, par exemple, quelqu'un qui va jouer, qui va avoir un rendez-vous avec lui-même, si c'est de l'ordre très récréatif, par exemple, je vois un joueur qui est en train de jouer un match de foot ou les anciens jeux là avec les courses, Oui, c'est comme c'est comme un rendez-vous, c'est récréatif, c'est encore une fois rassurant parce que c'est du connu, ça crée quand même des sensations de vitesse, des sensations de puissance aussi parce qu'ils peuvent gagner, c'est aussi de la frustration quand ils perdent. Donc ça crée des émotions, un peu au mm, même titre quand on regarde une bonne série. Ça reste, si c'est cadré et que le joueur est raisonnable dans le temps qu'il accorde à cette activité, ça reste OK. On dirait que ça a une influence assez relative. C'est pas d'accord. énorme. Et pendant le moment de jeu, il y a toujours la dissociation que tu as observée ou pas tout le temps? C'est-à-dire que le fait que l'attention soit complètement focus à l'extérieur de lui-même sur un sujet qui est en mouvement et qui est synthétique, Oui, ça, c'est comme si énergétiquement je le vois rentrer dans les pixels et rentrer dans le système. Il y a quelque chose, ouais, quand même, oui, où clairement il y a une partie de lui qui n'est plus en lui. oui, Donc oui, cette dissociation, il y a une dissociation. Elle n'est pas aussi forte que le sujet dont on parlait tout à l'heure, qui est en addiction intense, euh, qui dédie son histoire, ok, voilà. Mais oui, 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 il y a la dissociation. oui, Elle n'est pas entière, elle est très mentale, là, ce coup-ci. ça, Mentale et un peu émotionnelle, mais elle n'est pas entière. oui. Donc ça se termine à la fin du jeu ou ça perdure pendant quelques moments encore après. Ouais, ça perdure un peu.
C'est-à-dire que ça met un certain temps. C'est comme si il avait son double là, un peu à côté de lui-même quand il Oui. arrête. Et petit à petit, ça revient prendre sa place. Mais c'est par c'est par pixels là, comme ça. Touc, 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 touc. C'est pas immédiat. Il y a un décalage peut-être d'une demi-heure, d'une heure Mhm. pour se D'accord. réintégrer en fait, se, se rapproprier tous les espaces. Parce que à la fois, il est en extérieur de lui et à la fois, il donne la place à l'intérieur de lui. Euh, Oui. il crée de l'espace à l'intérieur de lui. Quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. Mais c'est supportable, on va dire, pour une psyché euh, équilibrée, c'est supportable dans une moindre mesure. D'accord. Et déconnecte de cette observation et observe quelqu'un qui utilise le jeu, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne suis pas une experte, et avec le bandeau dans les yeux, avec en 3D. Ok. euh, c'est que, soi-disant, sont censés faire reproduire encore plus de sensations pour le Euh, jeu. ouais, je vois. Est-ce qu'il y a une observation, bien sûr? Alors là, ça vient toucher la glande pinéale. Hmm. Ça vient toucher un endroit qui est extrêmement précieux du cerveau humain. Et c'est très troublant parce que ça se superpose avec la réalité. Oui, Ça, pour un sujet fragile psychologiquement, oui. ça peut être encore plus fort au niveau de la dissociation. Et alors là, la schizophrénie peut être vraiment pas loin rapidement. Ensuite, en termes de sensations, euh, évidemment, c'est extrêmement décuplé. Oui, Mm, euh, ça prend, ça prend le cerveau, ça prend l'aura, ça prend l'intérieur du cerveau, ça prend les espaces psychiques, émotionnels. Ça, c'est comme un fluide qui vient s'immiscer dans chaque cellule. Et alors là, l'image que j'en ai, j'ai une sensation de froid quand même. hmm, Et pour moi, là, j'ai une sensation d'emprise. oui. Donc, c'est pas rien. C'est probablement à utiliser avec beaucoup de précaution et surtout beaucoup de force parce que bah, ça a l'air dangereux, quoi. Mhm. Très bien. Maintenant, prends de la distance de cette observation et tu déconnectes complètement. Et avant de continuer, mets-toi aussi dans une situation de température qui t'est agréable. Hmm, Prends ce petit moment pour toi. Ça sera plus agréable, la balade. Très bien. hmm. C'est un peu mieux, la Ouais, température? ouais, c'est bien. Bien. Tu peux rester avec cette sensation tout en observant. Tu gardes une distance. Ok, c'est juste une balade. Mhm, Très bien. Alors, et au départ, tu as observé les câbles, les systèmes interconnectés avec des ordinateurs. Et c'était par rapport à l'idée de jeux vidéo. mhm. Retourne à cette observation. Dis-moi s'il y a d'autres informations que tu observes ou pas. Alors, euh, il y a une contrepartie énergétique à cette Oui, histoire de réseau interconnecté. La première info que j'avais, c'était sur la partie matérielle. oui, Et la contrepartie énergétique, elle est plus... On dirait que si je la suis, elle a une couleur un peu plus sombre. On est dans quelque chose de plus organisé, de plus réfléchi.
Si je vais encore plus loin, peut-être même c'est comme une forme, il y a manipulation qui arrive, il y a en tout cas orchestration. Il y Oui, a quand même quelque chose de cet ordre-là. oui. Donc, le fait que les jeux de nos jours soient interconnectés, parfois il y a aussi des contacts, ou en tout cas des connexions entre le joueur, Oui, modifie aussi la condition énergétique ouais. dans laquelle le joueur risque de baigner. De... Ben ouais, il y a même cette notion presque d'organisation, de presque instiller, bon, c'est un peu dystopique, mais presque instiller des valeurs et de créer des rendez-vous dans un temps, tous les mêmes. Il y a comme cette idée un peu d'armée, en fait, Oui, euh, en tout cas d'une manipulation à grande échelle, euh, avec, avec Oui, c'est ça, il y a cette histoire d'égrégore aussi, c'est que mm, toutes ces personnes, dans un temps donné, au même moment, vont générer une émotion forte qui vont alimenter une poche, une égrégore oui, émotionnelle. Et ça a une influence quelque part sur des plans plus subtils. oui, Et donc, à cet endroit-là, il y a une forme de manipulation assez aisée. Et c'est comme si c'était des exercices. Les jeux vidéo sont aussi là pour habituer l'être humain à être complètement manipulé. dans l'oubli de soi. C'est ça, c'est que ça leur donne un plaisir immédiat, mais derrière, ils oublient leur propre libre arbitre, en fait. Oui, Et donc, ça crée des personnes plus manipulables. Et ça absorbe l'attention, la présence, en fait. très bien. Et qui profite de cette manipulation? Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier ou plusieurs, ça peut être varié? Euh, pour l'instant, je distingue à peine des sortes de créatures que je, je comprends pas trop. Ça a l'air d'être des êtres assez sombres, très grands. Mm, Euh, il y a plusieurs, en fait. On dirait qu'il y a plusieurs types de d'êtres différents. Et c'est comme si certains étaient reliés à une forme euh, de jeu via telles émotions et puis d'autres telles émotions. En fait, là, il y a les cinq grandes émotions humaines qui sont comme reliées à, à des types d'êtres. On oui. dirait que c'est des êtres de pouvoir, en tout cas. En tout cas, ça peut varier. Ça varie, il y en a des sombres, il y en a des soi-disant lumineux, il y en a des traits vénales, je sais pas comment on dit. Voilà, on voit il y a un peu ceux de la guerre, là, les reptiles, tout ça. Il y en a, ils sont très sombres. Là, les plus sombres, là, les premiers que je vois, ils sont de l'ordre de démons, en fait, hein. On est plus dans Mhm. quelque chose, euh, il y a beaucoup de feu. Ouais, là, c'est plutôt la colère. Très bien. Ah, Ah, très bien. mhm. Très bien. C'est parfait. Tu peux déconnecter de cette information. Tu me dis Mhm. d'abord comment tu te sens. Ouais, ça va. Ça va? Mhm. Parfait. Et alors, viens dans le présent et observe la Terre avec une perspective et dis-moi si, ou mieux, quel est le pourcentage de personnes qui sont vraiment sous emprise des jeux vidéo que tu vois? C'est marrant parce que je vois plein de petites lumières rouges
qui sont les personnes sous emprise, justement, Oui, des jeux vidéo. Et à comprends. contrario, il y a les petites lumières bleues qui sont des êtres libres. Et là, en pourcentage, il y a quand même le chiffre là qui vient, c'est 30 Mhm. 30%. Très bien, le premier chiffre qui vient, c'est parfait. Et toujours en gardant le même point d'observation, et remonte de 10 ans, et dis-moi si le pourcentage change ou si c'est le Oui, même. oui, oui, c'est moins, c'est moitié Souvent. moins. Mm. D'accord. Et si tu remontes de encore 10 ans, donc il y a 20 ans. C'est un peu moins encore. C'est plutôt 8 9%. Hmm, 7, ouais, 8. intéressant. Et c'est vrai que Oui, ça clignote beaucoup. Et le fait qu'ils jouent en réseau aussi, ensemble, ça crée des communautés. Et du coup, ça crée des connexions qui sont quasiment toujours en activité. C'est qu'il y en a qui arrêtent, mais il y en a d'autres qui reprennent. Et puis, en fait, ça s'arrête jamais. Et du coup, ça crée quand même quelque chose qui en, qui en continue. Que ce soit la nuit, le jour, ça existe toujours. Donc, d'accord, c'est quand même très alimenté. bien. Alors, viens dans le présent, tout en gardant cette même perspective. Tout à l'heure, tu voyais comme des égrégores de forme énergétique qui s'est créé à travers l'interconnexion. On peut dire que ça s'auto-alimente, toute cette forme pensée, cette forme énergétique qui concerne le jeu ou pas. Ben, ça, euh, comment dire, euh, ils sont comme un peu chez eux. C'est comme une deuxième maison. C'est comme un endroit où effectivement ça c'est alimenté, mais ils l'alimentent, mais après ils viennent manger un peu. Enfin, il y a quelque chose qui s'auto-alimente exactement. Et c'est comme un feu qu'il faudrait toujours alimenter. Euh, Oui, mais c'est vrai que c'est assez clos à la fois. Il y a quelque chose de... Là, on voit bien l'histoire du programme. C'est c'est pas ouvert. Ça reste un peu en auto-alimentation, quoi. oui. Mm. Alors, et maintenant, garde toujours cette perspective, comme si tu veux observer la planète à une distance tout en ayant les informations. Et les personnes dans le présent aussi, les personnes qui participent à tout ça avec le jeu, ont-elles une caractéristique émotionnelle en commun? Ouais, il y a beaucoup la rage, la colère, Hmm, la puissance, d'accord. euh, Donc, qui viennent en fait masquer une grosse peur, oui, une grosse dévalorisation. C'est c'est pour équilibrer, si je peux dire, illusoirement, mais pour expérimenter à peu près l'inverse oui. il y a cette idée dès que ça soit très facile, donc c'est accessible. Et on peut dire que les personnes qui ont plus la tendance à se retrouver dans cet engrenage de jeu, sont des personnes qui ont de base une peur, que ce soit de la vie réelle ou de... C'est Oui, ouais, là je vois un personnage qui a pas confiance, qui est pas extrêmement bien dans son corps, qui sent une espèce de malaise, qui comprend pas, il n'a pas le courage, les clés pour comprendre ce malaise et finalement de plonger dans ces espaces, c'est anesthésiant, c'est oui, grisant, ça anesthésie les douleurs, anesthésie
même la sensation de faim, la sensation de froid, de soif. Euh, Ils peuvent complètement plonger dans une autre vie qui peut être 10 fois mieux. Et donc c'est quand même un plaisir facile, mais il y a une fascination là. Oui, Et c'est vrai que ça vient cacher ben, ouais, de, le oui, réel. le manque de confiance et le peur Mhm, et tout le mhm. reste. Et ensuite alimenter de la colère et d'autres émotions. Ouais. Bien. Et déconnecte de cette information pour l'instant. Il y a, on a vu qu'il y a des jeux avec les jeux de rôle, des rôles et le combat. Et il existe aussi des jeux dans lesquels, je ne sais pas comment on appelle, mais comme Tetris, je ne sais pas si tu connais, Oui, ou des jeux Tetris. plus Oui, géométriques. oui. L'impact pour le joueur est le même, le même qu'avec un jeu de rôle, un jeu de tir, ou ça change. Non, non, ça change. Ça vient pas activer les mêmes endroits du cerveau. Les jeux de stratégie, les jeux mécaniques, les jeux géométriques, euh, ça vient renforcer toute la partie logique, mathématique. C'est, tu sais, l'espace du cerveau qu'ont les conducteurs de taxi à Londres, par exemple. Oui, Ça vient activer la, la visualisation en termes de géographie. Donc oui, ça développe quand même ça peut développer, euh, le cerveau est bien entraîné, toute la côté, ouais, côté stratégique, ça active d'une manière constructive, on va dire, à ces endroits-là. d'accord. Le Tetris, en l'occurrence, il vient activer plusieurs endroits du cerveau aussi, il vient activer la réactivité, la logique. Et puis après, il y a ce côté, la satisfaction. Il y a quand même Oui, pas mal d'histoires de dopamine. d'accord. Oui, Mm. donc il y a toujours. Et pendant le jeu, par exemple, 1 heure de jeu, est-ce qu'il y a une dissociation ou c'est différent? On dirait que c'est un petit peu différent. Il y a une absorption. Il y a ce côté un peu hypnotique qui Oui, donne une petite dissociation. Mais là, le joueur, en l'occurrence, il est beaucoup plus dans ses sensations physiques. Parce que c'est des sensations euh, de l'ordre, voilà, de la satisfaction, euh, de la compréhension. Il est quand même plus en lien avec lui-même. oui. Serait-il correct de dire que puisqu'il n'y a pas l'identification avec un personnage, ça lui permet de rester plus connecté à soi? Ouais, on dirait, ouais. Mhm. Oui, c'est D'accord. pas du tout la même image que j'ai. Ouais. Il est beaucoup plus relié à ses propres émotions et sensations, et donc il est beaucoup plus dans son corps. Et puis, c'est une activité psychique du cerveau qu'on peut aussi retrouver dans d'autres jeux comme les échecs, le jeu de Go. Donc, c'est quelque chose de mental, mais beaucoup moins particulier. Enfin, là, les autres cas où il y a vraiment une projection dans un avatar, on est sur un niveau complètement différent. Hmm, je comprends. Très bien. Déconnecte de cette information. Connecte-toi à la notion qu'il y a eu au commencement de jeux vidéo junior, quelle est la date ou la période même. Et à quel moment est née cette idée de créer des jeux vidéo et comment ça s'est créé d'un point de vue énergétique? D'un point de vue énergétique. Oui, J'ai l'image de ce premier jeu vidéo là, qui est une pixel qui passe d'un endroit à un autre là, qui comme
C'est une boule qui tape sur un truc qui bouge là, tac, tac. Oui, C'est extrêmement simple. On dirait que c'est comme du hasard. Euh, oui, et puis, là, je vois ces personnes qui travaillent à l'époque dans l'informatique, qui sont des personnes qui sont extrêmement intelligents et qui cherchent les possibilités naissantes des ordinateurs, euh, et, et qui par hasard trouvent des actions, des programmes qui font que ah bah il se passe ça ou il se passe ça, et ça donne des possibilités. Au oui, départ, ça paraît pas prémédité. oui, Euh, c'est vraiment des outils, des chercheurs, des mathématiciens, des informaticiens. Ils cherchent, ils trouvent des actions que ces ordinateurs peuvent faire. Ça sert à rien dans un premier temps. Et puis finalement, il y a une forme de jeu qui en découle, puisque c'est des actions qui sont mobiles. Il y a oui, ces histoires de mobilité. Et puis voilà, l'idée, elle naît un peu de fait. C'est pas un but, on oui, dirait. On dirait que c'est pas un but, enfin que c'est pas prémédité. très bien. Parfait. Alors, déconnecter de cette information, vient dans le présent et puisque dans l'éther, il peut y avoir toute information et si tu es d'accord, on va transmettre et partager ce qu'on a observé pendant cette enquête. Comme Mhm. un vent qui souffle et qui s'éloigne, qui se propage pour que ça soit à disposition de tout le monde. Et puis chacun va pouvoir prendre connaissance de ces informations si et comment ça sera mieux pour lui. Et dans cette information, je rajouterai aussi qu'il n'y a pas raison de craindre la vie. La vie vaut la peine toujours d'être vécue. Mm. On peut s'amuser, ouais. Chacun à sa façon, mais ça vaut la peine de vivre dans la matière, de vivre chaque sensation, chaque partage. Il y a toujours une bonne raison pour profiter, pour aimer la vie et l'existence, et surtout sa propre personne. Pas besoin de nous cacher dans des jeux de rôle, au moins, dans- au point d'en devenir addict. Dès que c'est fait, tu me dis. Et tu me dis aussi si quelqu'un a pu réagir ou c'est juste l'information, elle est partie faire le tour. Ouais, ouais, il y a des personnes qui réagissent. Qui... Je vois une personne là qui pose la console et qui regarde par la fenêtre, Mm. Très bien. qui voit qu'il fait jour et comme s'il se réveillait d'un rêve un peu. Oui, Mm. Ouais, ouais, il y a des personnes qui déconnectent un peu. Il y en a qui réagissent, oui. très bien. Et puis chacun va pouvoir faire son parcours à son rythme. Mm. Et maintenant, dernière chose, observe aussi, euh, toujours avec la même perspective, la planète avec les points qui peuvent s'allumer. Observe maintenant ceux qui profitent de la vie pleinement. Ceux qui profitent de la vie, c'est ça? Oui, pleinement, qui sont pleinement dans leur existence, avec joie, avec plaisir, le plaisir de vivre, d'être là, avec Oui, des belles fréquences. ouais, c'était les petits points bleus là que je voyais, ouais. Mhm. Très bien. Et, et maintenant, ils vont, s'ils sont d'accord, bien sûr, transmettre aussi l'information de comment c'est beau de vivre, de comment ça vaut la peine d'exister, de profiter de sa propre existence, sa propre expérience même. S'ils sont d'accord, ils Mm. peuvent aussi partager cette information que
En tant qu'exemple, on Oui, leur demande pas qu'ils partagent leur énergie. Quelle information? ça fait comme un souffle euh, frais et lumineux dans leur présence. En fait, c'est comme des personnes qui ont une lumière à l'intérieur et quand ils sont en relation avec d'autres personnes, de fait, ils émanent une lumière qui fait du bien Bien, aux autres. Mm. très bien. Et ça Et fait comme une belle vague. Ouais. bien, parce qu'on a parfois la tendance à souligner les choses qui sont moins agréables à vivre. Alors, on va souligner ça et puis peut-être quelqu'un va pouvoir avoir envie de expérimenter l'expérience des fréquences agréables, de la Mhm. joie de vivre et tout ça. Mm. Et Oui, ça chacun, fonctionne bien. Mm. bien sûr, chacun va pouvoir observer ces informations en toute liberté. Chacun doit être libre d'y accéder à son rythme. Dès que c'est fait, tu me dis, Oui, c'est bon. bien. Alors, tu vas partir de là pour pouvoir déconnecter. Et Myriam, tu déconnectes de tout et de tous complètement. Tu reviens à toi dans le présent, depuis lequel je te parle en 2025. Tu reviens dans ton corps et ressens la joie de te retrouver, la joie d'exister. C'est que du bonheur de reprendre contact et le ressenti de ton corps. Chaque cellule de ton corps se réveille pétillante, revigorée, avec les plus belles émotions. Tu ressens que tu commences à te réveiller, tu as un peu envie de te mouvoir, déjà les pieds, les mains, les membres, avec joie, heureuse, en légèreté. Et gentiment, dès que tu es prête, tu peux même ouvrir les yeux et revenir avec moi. Ouais. Et bienvenue dans le monde réel. Comment tu te sens, Myriam? J'ai eu un petit peu froid à un moment donné, mais sinon je vais bien, très bien. Très bien. Merci beaucoup. Les informations étaient vraiment très intéressantes. Ah ouais, merci. Oui. Ne quitte pas, on reste encore une minute ensemble, Ok, mais je coupe seulement l'enregistrement. Merci beaucoup, ok. Myriam, et merci à Mm. tous. Merci Elettra. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido
chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano.
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.